Il entra dans le tribunal comme un homme habitué au silence. Mais ce jour-là, le silence ne le protégea pas. Lorsque la juge lut les accusations, son nom résonna comme un tonnerre étouffé dans la salle bondée. James E. Boasberg. Pendant des années, son nom était passé inaperçu en dehors des cercles juridiques. Un juge fédéral, chef de la Cour de surveillance du renseignement étranger, avec une carrière irréprochable, sans scandale. Mais désormais, les projecteurs n'éclairaient pas sa robe. Ils exposaient les ombres qu'il avait lui-même tracées. La femme qui l'avait conduit là, debout devant le tribunal, ne tremblait pas. Pam Bondi n'était plus seulement l'ancienne procureure de Floride. Elle était devenue la figure publique d'un affrontement inédit entre la justice et ceux qui étaient censés la protéger. Et ce choc, qui semblait improbable quelques mois plus tôt, était maintenant un tremblement de terre institutionnel, sur le point de faire s'effondrer les fondations du système judiciaire. Tout avait commencé par un murmure, un de ceux qui naissent entre les départements, entre les dossiers scellés, entre les réunions qui ne figurent pas dans les procès-verbaux. Un document anonyme était parvenu entre les mains d'un assistant de Bondi. Un brouillon de conversation, prétendument extrait de messages cryptés via Signal, suggérait qu'un juge fédéral avait directement interféré dans une enquête sur l'utilisation illégale de la plateforme par des agents du gouvernement pour dissimuler des communications sensibles. Le nom du juge ne figurait pas en haut de la feuille. Il était discrètement inscrit en bas de page, comme celui qui signe quelque chose qu'il ne veut pas voir rappelé. J.B. Bondi connaissait déjà ses initiales. En réalité, cela faisait des mois qu'elle observait Boasberg. En silence, elle avait assemblé un puzzle de décisions judiciaires qui semblait suivre un schéma étrange, toujours dans des affaires liées à la sécurité nationale, à l'immigration ou à la surveillance électronique. Et dans toutes ces décisions, Boasberg apparaissait non pas comme un arbitre impartial, mais comme une figure qui semblait faire pencher la balance en faveur de certains groupes. Cela, en soi, était déjà préoccupant. Mais ce qui poussa Bondi à sortir de l'ombre fut une sentence apparemment anodine qu'il avait prononcée verbalement. La suspension de la déportation de 5 suspects ayant des liens avec le gang Trenia, sans papier, sans avis technique, sans justification formelle, juste dit dans un couloir du tribunal comme une consigne informelle entre amis. Le département de la sécurité intérieure ne sut comment réagir. Les vols de déportation furent maintenus. Et en moins de 24 heures, Boasberg menaça de poursuivre le gouvernement pour désobéissance. Mais lorsque les analystes juridiques cherchèrent le texte officiel de la décision, il n'y avait rien d'archivé, pas une ligne, pas d'ordre enregistré, juste des échos d'une parole prononcée sans que la loi puisse la soutenir. C'est à cet instant que Bondi prit sa décision. Elle réunit une équipe discrète, rassembla des documents, interrogea d'anciens assistants, fouilla dans les archives publiques et recoupa les agendas judiciaires avec les mouvements internes de la justice fédérale. Et ce qui avait débuté comme un bruit devint un cri. Plusieurs audiences avaient été déplacées vers des sessions à huis clos, des témoins avaient été exclus sans justification et, plus grave encore, des messages échangés entre Boasberg et des membres du département de la justice montraient un alignement stratégique avant même que les affaires n'arrivent au tribunal. Ce n'était pas seulement une question d'éthique, c'était une crise de confiance. Avant de poursuivre, si vous pensez que la justice doit être transparente et qu'aucune autorité n'est au-dessus de la loi, inscrivez-vous maintenant pour suivre des histoires qui exposent le pouvoir et exigent la vérité. Revenons au cas. Pam Bondi savait qu'affronter un juge fédéral, surtout un homme au parcours comme celui de Boasberg, revenait à escalader une montagne en pleine tempête. Mais elle savait aussi que, si elle ne le faisait pas, personne ne le ferait. Une des pièces maîtresses fut la coopération silencieuse d'une employée publique à la retraite qui avait servi comme greffière à la cour de district de D.C. Elle remit un paquet contenant des communications archivées entre Boasberg et des avocats liés à l'affaire Signalgate. Dans les messages, le ton était trop informel pour la gravité du contenu. « Laisse-moi m'en occuper, Jay. Mars est couvert. Ne t'inquiète pas. » Le nom de l'expéditeur, un consultant juridique du DHS qui, à l'époque de cet échange, faisait déjà l'objet d'une enquête pour usage irrégulier d'applications de messagerie en dehors des protocoles officiels. Avec ces preuves, Bondi organisa la conférence de presse qui marquerait le début de la tempête. Devant les caméras, les micros et les journalistes qui ne mesuraient pas encore le poids de ce qu'ils allaient entendre, elle déclara simplement
Ce n'est pas politique. C'est une question de confiance. Et le juge James Boasberg a brisé la nôtre. Cette phrase explosa sur les réseaux sociaux. En moins d'une heure, son nom figurait en tête des sujets tendances. Les émissions du soir, les chroniques juridiques et les forums en ligne débattaient des implications. Un juge pouvait-il être tenu responsable d'obstruction à la justice pour des décisions délibérées et non documentées? Que se passe-t-il lorsqu'un magistrat cesse d'être un arbitre pour devenir le protecteur silencieux d'intérêts obscurs? Mais tout n'était pas clair. Beaucoup défendaient Boasberg. Des avocats expérimentés affirmaient qu'il était un homme technique, prudent, respecté. Certains politiciens qualifièrent Bondy d'opportuniste, mais le public voulait des réponses. Et au milieu de cette frénésie, d'autres voix émergèrent. Un ancien traducteur judiciaire raconta une affaire de déportation annulée sur ordre direct de Boasberg, avec une annotation mystérieuse en bas du dossier, « Maintenir sous silence jusqu'à nouvel ordre ». Une autre histoire vint d'une assistante juridique du Missouri qui, des années auparavant, avait reçu une consigne inhabituelle, retarder la remise de dossiers judiciaires parce qu'un juge de confiance prendrait bientôt l'affaire en main. Le nom du juge n'avait pas été révélé, mais des semaines plus tard, l'affaire fut transférée au tribunal de Boasberg. Bondy commença à dresser un tableau de schéma, comparant décisions et délais. Dans 83% des cas analysés, elle remarqua que des affaires liées à des sujets sensibles, comme la surveillance, la migration et la sécurité nationale, étaient transférées à sa cour, même lorsqu'elles ne relevaient pas initialement de sa juridiction. Le phénomène fut baptisé par la presse l'effet Boasberg. Le point culminant fut la révélation que des audiences entières sur l'utilisation de Signal à des fins gouvernementales avaient été menées à huis clos. Des témoins clés n'avaient pas été convoqués, et des preuves essentielles n'avaient jamais atteint les dossiers. Lorsque le DOJ accéda enfin au registre des sessions, en partie par obligation légale, en partie grâce à une collaboration interne, il découvrit que des passages entiers avaient été supprimés ou expurgés sans trace de qui les avait modifiés. La question n'était plus de savoir s'il y avait un problème, mais jusqu'où il allait. Bondy réunit son équipe lors d'une nuit glaciale à Washington. Dans une salle discrète entourée de dossiers, d'écrans et de registres, elle dit simplement « Si nous n'agissons pas maintenant, tout ça disparaîtra, et le pays ne saura jamais ce qui s'est passé. » Cette phrase résonna comme un appel, et 3 jours plus tard, la plainte officielle fut déposée. La plainte n'était pas seulement un document juridique. C'était une bombe soigneusement construite, avec des couches de preuves, des lignes de connexion et des questions que le pays ne pouvait plus ignorer. Lorsqu'elle la déposa, le département de la justice se divisa. Certains y voyaient une croisade légitime pour la justice. D'autres craignaient que tout cela n'ouvre un précédent dangereux, une blessure au sein même du système qui se proclamait impartial et inviolable. Mais pour Bondy, il n'y avait plus de retour en arrière. Pas après la dernière lettre qu'elle avait reçue. Elle venait d'une mère de Corpus Christi, une femme simple, aux mains fermes et au vocabulaire direct. Son fils, agent de la frontière, avait été blessé lors d'une opération. 2 des suspects responsables de la tragédie avaient des liens avec une cellule criminelle violente, mais ils avaient été libérés après un ordre judiciaire que personne ne retrouvait dans les archives électroniques. L'ordre avait été verbal, prononcé entre 2 portes, et il portait la signature de Boasberg. Le fils de cette femme ne remarcherait jamais. « Ce n'est pas juste de la politique, c'est ma vie qui est brisée », disait le mot. Bondy rangea le papier dans un tiroir, mais les mots restèrent gravés dans sa mémoire comme des cicatrices invisibles. À partir de ce moment, le récit échappa aux mains des institutions pour tomber dans celles du peuple. La presse se divisa. Certains qualifièrent Bondy de justicière, d'autres d'incendiaire. Mais la vérité était que plus personne ne pouvait ignorer ce qu'elle avait révélé. L'affaire reçut un nom, Signalgate. Et comme dans toute grande crise, ce nom devint un symbole, non seulement d'une application, mais de ce qui se cachait derrière. Des décisions prises dans l'ombre, des communications effacées, des traces volontairement détruites. Les enquêtes parallèles révélèrent que, durant les 3 dernières années, plusieurs hauts responsables du gouvernement avaient utilisé Signal pour discuter d'opérations de déportation, de surveillance et même de décisions de sécurité nationale. Officiellement, rien de tout cela n'existait. Mais sur les serveurs de l'entreprise, certains messages avaient survécu. Un passage en particulier fut découvert par une équipe du DOJ et transmis à Bondy.
JB dit qu'on peut enterrer ça avant l'audience. Rien ne sera public, sauf si on y est forcé. Le contexte, une conversation entre un ancien assistant du département de la justice et un avocat qui avait travaillé avec Boasberg sur la révision des protocoles de surveillance. Le JB, selon les enquêteurs, était une référence sans équivoque. Lorsque ce fragment fut rendu public, l'atmosphère à Washington changea. Quelque chose dans l'air devint plus lourd. Ce n'était plus seulement une accusation contre un juge. C'était une accusation contre une culture, une manière d'opérer qui reposait sur le silence comme outil de pouvoir. Mais Pam Bondi n'opérait pas dans le silence. Et c'est pourquoi elle devint l'ennemi naturel de ce système. Au tribunal, Boasberg apparut pour la première fois sans dire un mot. Il fut escorté discrètement par un couloir latéral, évitant les portes principales. Son visage, qui pendant des années avait exprimé une neutralité imperturbable, semblait maintenant fatigué. Il s'assit, écouta la lecture des accusations et, comme prévu, se déclara non coupable. Mais à l'extérieur, les réactions ne furent pas neutres. Des groupes de manifestants se rassemblèrent sur les trottoirs. Certains demandaient le respect de l'indépendance du pouvoir judiciaire. D'autres tenaient des pancartes disant « Pas de justice dans l'ombre » et « Les juges aussi doivent rendre des comptes ». Cette même semaine, les premiers documents publics furent rendus accessibles. Ils n'étaient pas explosifs en eux-mêmes, mais formaient un schéma. Des échanges d'emails au langage ambigu, des instructions pour retarder des audiences ou les rediriger vers des salles fermées, des suggestions selon lesquelles certaines actions devaient rester dans notre juridiction pour la sécurité, des expressions vagues, mais toutes avec le même poids, celui de quelqu'un qui cherche à effacer ses traces. Le silence de Boasberg commença à déranger plus que n'importe quelle réponse. Pas de conférence de presse, pas de lettres, pas même un démenti direct, juste une note protocolaire de son cabinet. Le juge James Boasberg a toujours agi avec intégrité et répondra par les voies légales appropriées. Mais pendant qu'il se taisait, des voix au sein du système commencèrent à murmurer. Un ancien greffier du tribunal de Boston révéla, sous anonymat, que des documents disparaissaient fréquemment dans des affaires sensibles. Une traductrice de dossiers migratoires raconta qu'en 2017, elle avait vu une affaire transférée à la dernière minute à Boasberg, et quelques jours plus tard, l'accusé fut libéré. Des mois après, il tua un policier en Oklahoma. Ce n'étaient pas des preuves définitives, mais elles créaient quelque chose d'encore plus puissant, un doute collectif. Et quand la justice est enveloppée de doutes, elle devient vulnérable. Des juges, jusqu'alors intouchables, commencèrent à faire l'objet d'analyses rétrospectives, comme si les décisions du passé prenaient une nouvelle lumière à mesure que le présent était remis en question. Pam Bondi, quant à elle, évita les projecteurs. Elle fit une seule déclaration. La justice n'est pas une île, et ceux qui servent la loi doivent le faire à la lumière du jour. Sa phrase circula rapidement. Elle devint titre, autocollant, même motif de t-shirt. Et peut-être pour cela, d'autres dénonciations commencèrent à émerger. De manière timide, presque honteuse, des personnes qui avaient travaillé des années dans les tribunaux se mirent à relater des histoires similaires, de petits écarts, des décisions réorganisées, des conversations hors des heures de bureau qui façonnèrent le cours des affaires. Les critiques de Bondi disaient qu'elle détruisait la crédibilité de la justice. Mais ses alliés soutenaient le contraire. La crédibilité n'est possible que lorsqu'il y a une transparence réelle. Lorsque le procès commença enfin, le pays s'arrêta. Pour la première fois en des décennies, un juge fédéral faisait face à la possibilité réelle d'une sanction pénale pour des actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Et même si la plupart des Américains ne connaissaient pas le nom de Boasberg avant la crise, il représentait désormais quelque chose de plus grand. La question que personne ne voulait poser. Qui surveille les gardiens? La cour fut rigoureuse. Le procès ne fut pas télévisé, mais les comptes rendus inondèrent la presse et les réseaux. Les preuves présentées montraient un schéma, pas une erreur isolée. Les messages ne niaient pas la réalité. Les délais modifiés, les dossiers supprimés, les témoignages ignorés. Tout pointait vers un système qui s'adaptait aux besoins de quelques-uns et se fermait aux intérêts de la majorité. Lorsque le verdict tomba, il n'y eut pas de fête. Boasberg fut acquitté des accusations les plus graves, non par manque de soupçons, mais par manque de preuves concrètes. Beaucoup de données avaient été effacées avant que le DOJ ne puisse les récupérer. Mais deux chefs d'accusation subsistèrent, dissimulation délibérée de preuves et abus d'autorité judiciaire.
La sentence fut symbolique, mais implacable. Perte immédiate de son poste, révocation de son titre de juge fédéral et un avis recommandant la révision de ses décisions passées. Pas de prison, mais pas de retour possible. Pam Bondi ne célébra pas. Elle ne donna pas d'interview. Elle retourna simplement à son bureau, s'assit près de la fenêtre et regarda l'horizon. Ce qu'elle avait affronté n'était pas un homme, mais un système habitué à ne pas être remis en question. Et à cet instant, elle comprit que le véritable impact ne résidait pas dans la condamnation, mais dans ce qu'elle avait déclenché. Dans les forums juridiques, les étudiants commencèrent à revoir les anciennes décisions avec un regard plus attentif. Le DOJ annonça la création d'une nouvelle division interne pour examiner la conduite des juges fédéraux. Et le peuple, pour la première fois depuis des années, se mit à suivre les sessions du Congrès, les débats judiciaires et les enquêtes avec un intérêt jusque-là réservé aux élections présidentielles. La chute de Boasberg ne fut pas seulement la fin d'une carrière. Ce fut un miroir placé devant le pouvoir judiciaire. Et l'image reflétée n'était pas belle, mais elle était nécessaire. Pam Bondi, quant à elle, fut affublée de nombreux noms. Héroïne, traîtresse, vigilante, politique. Mais les étiquettes ne la dérangèrent pas. Elle savait que l'histoire ne s'écrit pas dans les gros titres, mais dans les choix faits quand personne ne regarde. Lors d'une de ses rares apparitions publiques après le procès, devant une classe de nouveaux étudiants en droit, elle dit simplement « Ne cédez pas au silence. La loi est une lumière, et la lumière n'a de sens que si elle est allumée aux bons endroits. » Certains applaudirent. D'autres baissèrent simplement la tête, réfléchissant à tout ce qu'ils venèrent d'entendre. Et ainsi, entre doutes, blessures et vérités dérangeantes, le système respirait un air nouveau, peut-être plus dense, mais pour la première fois depuis longtemps, plus honnête.